Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce vendredi 17 mars de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un rendez-vous qui sera marqué par un changement de présidence à la tête de la CEMAC, puisque le Cameroun passera le témoin. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud sensibilise sur les droits de l'enfant, une campagne primordiale pour ce pays meurtri par des années de guerre civile. Le Soudan du Sud entre dans la dernière étape de sa phase de transition politique censée s'achever fin 2024. Et le Maroc espère devenir le second pays africain à accueillir une Coupe du Monde de football. Le roi Mohamed VI a annoncé la candidature de son pays aux côtés de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030, dont le nouveau format prévoit 48 équipes dès 2026. Mais tout d'abord, la 15e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'ouvre ce vendredi 17 mars à Yaoundé, capitale camerounaise, en présence des dirigeants des 6 pays membres de cette organisation sous-régionale, à savoir Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Tous sont arrivés au fur et à mesure pour participer à ce rendez-vous axé autour de l'intégration économique de l'Afrique centrale, la libre circulation des personnes et des biens, les réformes institutionnelles ou encore les taxes d'intégration communautaire feront partie des grands thèmes abordés lors de ce sommet. Et cette rencontre marquera aussi la fin du mandat de la présidence du Cameroun à la tête de la CEMAC. Si le principe de rotation est respecté, la succession se fera par ordre alphabétique. C'était justement l'un des thèmes abordés lors de la 39e session du Conseil ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale qui s'est tenue le 15 mars, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Le siège de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, pourrait retourner à Bangui. Le sujet a été inscrit à l'ordre des discussions lors de la 39e session du Conseil de l'Union monétaire de l'Afrique centrale le 15 mars 2023 au siège de la BEAC au Cameroun. Le 13 mars 2023, les autorités centrafricaines ont procédé à la rétrocession de la cité CEMAC, les bâtiments du personnel de la commission de la CEMAC. Cet important événement sert d'indicateur à la volonté de la commission de la CEMAC d'accompagner la République centrafricaine dans la consolidation de son statut d'État de siège doté de toutes les infrastructures nécessaires pour offrir à la communauté et aux ressources humaines qui lui sont affectées les meilleures conditions de travail pour la production des résultats attendus. L'autre point saillant au menu des discussions est celui de la réactivation du principe de rotation par ordre alphabétique au poste de premier responsable de tous les organes, institutions et institutions spécialisées de la communauté adopté en 2010 à Bangui au détriment du consensus de Fort-Lamy. La séance de travail va également permettre d'analyser les conséquences de la crise russo-ukrainienne sur les économies de la CEMAC, la réforme monétaire ou encore les stratégies de développement de l'import-substitution pour une CEMAC plus prospère. Notre rencontre sert à la préparation des dossiers à soumettre à nos chefs d'État dans le cadre de la session ordinaire de leur conférence prévue le 17 mars. Avant d'y arriver, retenons tout de même que malgré les crises successives, notre communauté a su faire preuve de résilience et les agrégats macroéconomiques connaissent une évolution positive nonobstant le contexte macroéconomique extrêmement difficile. Les propositions issues de cette 39e session ordinaire du Conseil ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, qui se tient en prélude à la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC du 17 mars 2023 au Cameroun, pourraient être adoptées au terme de la conférence des chefs d'État. L'intégration se poursuit aussi à l'échelle continentale depuis l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021. Les pays adhérents explorent les voies et moyens pour poser les bases d'une harmonisation des politiques commerciales et industrielles. Le but étant d'optimiser le commerce intra-africain, estimé à moins de 15% du total des exportations africaines. Les explications de Amenej.
Dans sa quête d'élaboration d'une politique commerciale unifiée, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, continue d'établir une stratégie commune pour conquérir le vaste marché de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine d'environ 1,2 milliard de consommateurs. La visite du secrétaire général de la ZLECAf à la zone d'investissement spéciale de Nkok au Gabon le 6 mars traduit cette dynamique et fait suite à l'adoption du règlement ministériel sur les zones économiques spéciales lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La zone de Nkok vise à valoriser le potentiel forestier en facilitant une transformation du bois localement. Effectivement, nous avons un potentiel énorme en matière de forêt. C'est 23 millions d'hectares et 88% de couverture de forêt. Donc un écosystème forestier qui permet effectivement de pouvoir tirer profit du potentiel que nous avons. Nkok aujourd'hui a permis à cette industrie du bois de faire un saut qualitatif en termes de création de richesses, en termes de production et en termes de valeur ajoutée. Au-delà des atouts de ce regroupement sous-régional, les pays de la CEMAC disposent d'autres avantages qui peuvent contribuer à l'amélioration des flux. Bénéficiant d'une réduction des coûts de transaction du fait de la proximité géographique, linguistique et monétaire, ils encouragent l'intensification des échanges et l'attractivité des investissements directs à l'étranger, IDE. Au regard des effets attendus d'une intégration régionale, la CEMAC reste un espace économique riche en opportunités de marché et d'investissement. À travers la zone économique spéciale de Nkok, où nous nous positionnons déjà à travers la filière bois, on peut effectivement, dans la remontée de chaîne de valeur à partir de la zone économique spéciale de Nkok, développer et intégrer l'initiative guidée que personnellement j'ai lancée à Accra, de pouvoir commencer à faire en sorte que les États de notre continent commencent à commercer entre eux. Il y a des pays qui ont besoin du bois. Au lieu d'attendre le bois qu'ils achètent à l'état brut, quelque part dans un pays, et de le renvoyer dans nos États après la transformation et qui coûte 2 fois, 3 fois plus cher, parce que c'est là où effectivement qu'on crée la richesse. Dans le cadre de l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine, une intégration économique régionale réussie dépend amplement d'un espace économique autonome dans lequel les obstacles et les disparités se réduisent. Par conséquent, l'objectif au cours de la prochaine décennie est de faire passer à 25% le volume du commerce intra-africain situé actuellement entre 10 et 13%. En zone CEMAC, le niveau des échanges entre pays de la sous-région est actuellement évalué à environ 4%. Également dans l'actualité, après l'Éthiopie, c'est au Niger que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée africaine entamée depuis le 14 mars. C'est la première visite d'un secrétaire d'État américain en 40 ans à Niamey. Un entretien avec le président Mohamed Bazoum est prévu. Ce déplacement de 48 heures au Niger a pour but de promouvoir le partenariat déjà existant entre les États-Unis et le Niger sur la diplomatie, la démocratie, le développement ou encore la défense avec la lutte contre le terrorisme. Rappelons que les États-Unis disposent d'une base militaire à Niamey et d'une autre dans la région d'Agadez, dans le nord du pays, à la frontière avec l'Algérie et la Libye. L'Afrique est de nouveau indexée dans le rapport sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers le rapport de Gafi, le groupe d'action financière. En cause, une liaison financière depuis quelques années entre le Front Polisario, mouvement politique et armé du Sahara occidental, et le Hezbollah, groupe libanais favorable à l'Iran. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Si le Royaume du Maroc peut se réjouir d'avoir été sorti en février 2023 de la liste grise du Gafi, le continent africain se découvre un autre danger lié au financement du terrorisme à travers le rapport du groupe d'action financière et des organismes satellites de lutte contre le financement du terrorisme. La liaison financière entre le Front Polisario et le Hezbollah a pris une dimension plus internationale et s'étend désormais de l'Iran à l'Afrique, de l'Europe à l'Amérique. Le réseau financier Front Polisario Hezbollah est devenu dense et sophistiqué. Les réseaux de financement du Front Polisario a
des liens avec le Hezbollah, qui est l'organisation chiite libanaise. Et ces liens se lient et se découvrent à travers des comptes bancaires en Irlande, à travers des comptes bancaires en Espagne, et même ici, même aux États-Unis, lorsque on constate que à travers même le rapport du GIABA et du GAFI, qu'il y a des sources de blanchiment d'argent qui ont été démantelées par l'administration américaine à travers la US Drug Enforcement Administration et d'autres organismes fédéraux de répression criminelle. Alors, ils ont inventé un système de blanchiment de capitaux par le biais du système financier des États-Unis et du marché des automobiles américains usagers, notamment les francs suédois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les membres et les partisans du Hezbollah étaient impliqués à divers moments dans le stratagème de blanchiment des capitaux. C'est-à-dire que ces derniers facilitaient la contrebande d'espèces, y compris le produit de la vente des voitures d'occasion exportées des États-Unis et des produits stupéfiants à partir de l'Afrique de l'Ouest vers le Liban. Alors, cela facilitait le financement et l'achat d'un certain nombre de voitures d'occasion aux États-Unis qui étaient reversées et revendues en Afrique de l'Ouest. À travers la technique dite du hawala, les enquêteurs ont décelé plusieurs mouvements dans les comptes en banque ouverts dans les institutions de référence par lesquelles transitent les flux financiers importants dans les différentes devises. De l'Espagne, un pays pilier de ces transactions dans l'Union européenne, ces mouvements de fonds, qui utilisent aussi des systèmes de cartes prépayées et de monnaie électronique, irriguent de nombreuses économies et de réseaux financiers, dont deux liés au Front Polisario. Les intermédiaires entre les groupes terroristes qui font des otages et ceux qui payent les rançons sont connus des banques européennes d'où les transactions se font. Alors, donc, si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, lutter contre la première source de financement du terrorisme qui est le paiement des rançons, il faut d'abord travailler à détruire ce système bancaire qui a des complicités dans les banques européennes. Je le dis franchement parce que on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Alors, qu'on parle de la Syrie, qu'on parle du Front Polisario, qu'on parle de l'Iran, c'est bien. Mais en retour aussi, qu'on parle des banques par lesquelles les financements passent pour atterrir dans le paiement des rançons. Si on bouche ces trous-là, je pense qu'on aura gagné dans la lutte contre le terrorisme. Ce lien entre le Front Polisario et le mouvement Hezbollah semble profiter de l'ensemble des acteurs du terrorisme dans le Sahel, donne la recrudescence des activités depuis 2019 et branle la stabilité politique des États de l'Afrique de l'Ouest. Du Mali au Burkina Faso, du Niger à la Côte d'Ivoire, du Nigeria au Togo, les gouvernements cherchent la parade pour désormais limiter l'impact financier du financement du terrorisme dont les actes ont causé plusieurs milliers de victimes. D'après les données du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les décès imputables à divers groupes terroristes et islamistes sont aujourd'hui concentrés dans le Sahel plus que toute autre région. En 2022, la CEDEAO recensait en Afrique de l'Ouest 134 081 déplacements forcés et 5 618 866 déplacés internes du fait de l'insécurité, des conflits et autres calamités naturelles. Les décès attribués aux terroristes à travers les différentes sous-régions du continent sont passés de 12 920 en 2021 à 19 109 en 2022, soit plus que le pic de 18 850 décès atteint en 2015, quand Boko Haram était à son apogée dans le bassin du lac Tchad. Dans le reste de l'actualité, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud est reconduite pour un an de plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MINUS jusqu'au 15 mars 2024. Une résolution votée par 13 des 15 pays membres. Seules la Chine et la Russie se sont abstenues. Rappelons que la MINUS est l'une des missions onusiennes les plus coûteuses au monde, avec un budget annuel de 1,2 milliard de dollars. Elle est constituée de 17 000 militaires et de plus de 2 000 policiers. Ses principales missions sont la protection des civils, la création de conditions permettant la livraison d'aide humanitaire, les enquêtes et rapports sur les violations du droit humanitaire international et des droits humains, ainsi que le soutien à la mise en œuvre du processus de paix et de surveillance.
Dans ce contexte, la MINUS poursuit sa campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant auprès des militaires. Entre déscolarisation et enrôlement, les enfants figurent parmi les premières victimes des conflits armés. Une sensibilisation nécessaire alors que le Soudan du Sud entre dans sa dernière phase de transition politique avec des élections prévues pour fin 2024. Un sujet de Kamesh Katapoulé. À l'heure où le Soudan du Sud entre cette année dans la dernière étape de sa phase de transition, la MINUS, la mission des Nations Unies dans le pays, continue de sensibiliser les militaires sur les droits de l'enfant. Avec la guerre civile qui a éclaté en 2013, le système éducatif s'est retrouvé perturbé dans la mesure où de nombreuses écoles ont été réquisitionnées à des fins militaires. Human Rights Watch estimait en 2015 que 45 écoles ont été utilisées par les forces gouvernementales, une problématique qui perdure dans le pays. Il est vrai que nous avons encore beaucoup d'écoles sous occupation militaire, pour une raison quelconque. Rien que dans l'état de l'Équatoria central, 30 écoles sont toujours sous occupation militaire selon un rapport de nos partenaires. La MINUS poursuit ses efforts pour favoriser le départ des forces militaires de ces établissements. Des engagements ont été pris avec les commandants militaires, les dirigeants communautaires ou encore les chefs suprêmes. Conséquence, de nombreux enfants se sont retrouvés déscolarisés. En 2017, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance indiquait que près de 3/4 d'entre eux n'allaient plus à l'école. Autre source de préoccupation pour l'ONU, l'enrôlement des enfants au sein des groupes armés et des forces gouvernementales. L'UNICEF dénombrait en 2018 environ 19 000 enfants soldats. Tous les soldats quitteront les écoles et retourneront dans leurs casernes militaires afin que les élèves puissent retourner à l'école. Le retour à la paix est nécessaire pour que les cours puissent reprendre. Depuis plusieurs années, un programme de réinsertion des enfants soldats est mené par l'UNICEF, la MINUS et leurs partenaires. Programme qui continue de porter ses fruits avec la démobilisation entre 2020 et 2021 de 48 enfants. Le Maroc se joint à la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030 de football. L'annonce a été faite le 14 mars par le roi Mohamed VI à l'occasion de la remise du prix de l'excellence 2022 de la CAF à Kigali, au Rwanda. Le royaume espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir cet événement sportif majeur. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisenga. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a fait une annonce sans précédent dans l'histoire du football le 14 mars à Kigali, proposant à l'Afrique et l'Europe d'organiser conjointement la Coupe du Monde de football en 2030 à l'occasion du centenaire de la compétition. Depuis 2010 en Afrique du Sud, le continent n'avait plus organisé une compétition d'une telle envergure. L'annonce de la candidature marocaine, qui sera présentée conjointement avec le Portugal et l'Espagne, a été faite à l'occasion de la remise à Kigali au roi du Maroc Mohamed VI et au président rwandais Paul Kagame du prix d'excellence 2022 du président de la Confédération africaine de football. Sans précédent dans l'histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Elle sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. La cérémonie de remise du prix d'excellence de la CAF s'est déroulée à Kigali, au Rwanda, le 14 mars 2023, en présence de plusieurs hauts dignitaires du monde sportif, de la CAF et de la FIFA, ainsi que des légendes du football. Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements pour l'honneur qui nous est fait de recevoir le prix du président de la CAF pour les réalisations exceptionnelles. Nous apprécions cette reconnaissance et cet honneur. Je suis quand même toujours déçu par notre niveau de football comme dans plusieurs autres domaines. Nous avons joué au football, nous y avons prêté attention, mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être. Mais avec votre présence ici, avec les efforts et les promesses faites par la CAF et la FIFA et tous les amis autour, nous espérons être très bientôt
bientôt là où nous voulons être et nous suivons les traces de ces autres frères et sœurs de notre continent qui sont déjà parvenus à ce haut niveau de standing mondial. Le prix d'excellence du président de la CAF est une occasion de célébrer les dirigeants africains qui ont contribué de manière significative au développement du football en Afrique. Le Maroc, guidé par le roi Mohamed VI, est un champion africain en matière d'infrastructure et de développement du sport. Le pays a récemment organisé avec succès du 1er au 11 février la 19e édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.